Ça, c'est un signal de ouf. Dès qu'on le détecte, on contacte cette entreprise, on essaye de faire partie du truc. Dans la réalité, ça marche pas vraiment comme ça. Quand tu vises plus de 20 000 entreprises dans le monde, tu peux pas t'exciter dès qu'il y a un signal. Tu vas fatiguer tes sales, tu n'arriveras pas à montrer en interne que les signaux sont une façon d'augmenter le taux de conversion, etc. Parce qu'en fait, tu sautes trop tôt sur les comptes. Quand on parle vraiment aux entreprises qui font de la BM et qu'on voit ce qu'elles font, pour moi, c'est pas le account-based marketing, c'est souvent le account-based de targeting, c'est versus quelqu'un qui recherche bot protection solution, best bot protection solution. Là, il est en train de chercher un outil. Ce mec-là, je veux absolument qu'il voit mes pubs et je suis prêt à payer très cher pour que Datadome soit en numéro 1 sur Google. Bonjour Benjamin. Salut. Bonjour et merci d'avoir rejoint notre épisode de podcast où aujourd'hui on va aborder un sujet très sexy. Un sujet que, en vrai, j'ai l'impression que tout le monde en ce moment en parle. C'est un peu peut-être la nouvelle trend en parallèle de l'IA, j'en sais rien, tu me diras. Mais juste avant, j'aimerais bien qu'on en parle. Que tu te présentes et que tu me dises un peu ce que tu fais aujourd'hui. Ça marche. Et ben d'abord, merci pour l'invitation. Donc moi, je suis vice-président Growth de Datadome. Donc je gère l'équipe Growth, qui est aujourd'hui une équipe composée de 10 personnes. Plus de la moitié sont des employés et le reste, c'est des freelances permanents. J'ai rejoint la boîte en 2018, donc 3 ans après le lancement. À l'époque, on était une vingtaine de personnes. J'étais la première recrue Growth. Et aujourd'hui, donc, on est intégré dans l'équipe marketing qui fait une vingtaine de personnes, dans une boîte qui aujourd'hui fait 200 personnes, avec 3 bureaux, Paris, New York et Singapour. Donc j'ai bien suivi l'évolution de la boîte, que ce soit en termes de business, mais aussi en termes de croissance des équipes, recruter, structurer, changer les stratégies, passer du mid-market à l'enterprise, plein de sujets qu'on aura l'occasion de diguer plus tard. Aujourd'hui, c'est une boîte série C, D. Série C, ouais. C, ok. Série donc C, ça, tu as vu toutes les évolutions. J'ai aussi vu toutes les évolutions, série après série. La dernière en date était il y a 1 an, quasiment tout pile, levée de 40 millions. Nice. Pas mal d'argent à dépenser dans le growth. entre autres. Peut-être un peu de contexte sur Datadome, parce que j'en ai pas parlé. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, on est une boîte SaaS de cybersécurité. On permet à des business digitaux de protéger leur site web, leurs applications mobiles et leurs API contre les attaques de bots et contre la fraude en ligne. Donc, c'est le scrapping intensif, le account takeover, le credential stuffing, les attaques des DOS, la fraude à la carte de crédit. Enfin, il y a une liste assez longue de menaces auxquelles font face aujourd'hui les gros business digitaux. Et donc, nous, on vient les aider à détecter ces tentatives de fraude et les bloquer en temps réel, ce qui aujourd'hui est un point important parce qu'il peut se passer des choses de ouf en très très peu de temps. Il faut être très réactif. Donc, l'époque où les boîtes avaient des énormes équipes IT qui monitoraient tout ça, qui monitoraient les backlogs et ensuite mettaient en place des règles complètement révolues. Avec l'IA, c'est encore pire. Donc nos clients viennent chercher ça. Ok, donc en gros, c'est à cause de vous qu'on n'arrive plus à scraper des websites. On me dit souvent quand je vais dans des événements grosses, mais qui a laissé entrer le loup dans la bergerie ? Oui, désolé à ceux qui nous écoutent ou nous regardent. Okay. Si vous pouvez plus scraper le bon coin, c'est en effet à cause de Datadome. C'est sûrement ça. Parfait. Aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait parler d'un sujet que moi j'adore de base et que moi je trouve que Datadome fait partie des meilleurs pour l'avoir un peu exécuté et fait évoluer dans l'écosystème growth. C'est souvent cité. Je pense que vous avez même gagné un award à une certaine année pour un peu ce qui a été... Alors, j'ai pas gagné l'award. Big up à Orient qui a gagné, mais on était en finale tous les deux. Oui. Ok. En tout cas, vous faites partie de ces peu de boîtes qui ont réussi à exécuter ce niveau de data intent. On va dire le mot maintenant, clairement. Le data intent aujourd'hui ou le buyer intent, à toi de me dire un peu ce qui se dit, c'est quoi le terme exact, c'est quoi concrètement et pourquoi c'est de plus en plus trendy ? Oui, alors je pense que déjà il faut briser la glace là-dessus. L'intent, tout le monde a un peu sa définition et sa façon de le faire, c'est comme le growth. Ne me lance pas sur la définition du growth, je ne donnerai pas une définition universelle de ce que c'est l'intent. Mais donc le concept de base, c'est des signaux intentionnistes
qui t'aide à détecter des entreprises qui peuvent être intéressées par ton produit. C'est particulièrement intéressant quand tu cibles des gros marchés où tu as des grosses listes de comptes à prospecter. Il y a un moment, quelle que soit la qualité de ton outbound, de ton stack, de tes sales, de tes séquences, si tu contactes des entreprises qui n'ont pas de projet d'achat ou de pain autour de ton produit, tu ne vendras pas. Donc les signaux intentionnistes servent à déceler parmi ces entreprises lesquelles ont un besoin ou lesquelles sont en train de souffrir, lesquelles sont en train de chercher une solution. Enfin voilà, il y a différents stages. Donc les intents à la base viennent répondre à ça. Donc oui, moi le terme de buyer intent me vient bien parce que ça range cette stratégie dans une logique d'achat, et c'est ce qu'on essaie de faire, c'est identifier des entreprises qui ont un projet d'achat. Pourquoi déjà pour avoir des réponses, sécuriser des meetings, mais aussi pour avoir des cycles de vente qui sont plus courts et des taux de conversion qui sont aussi beaucoup plus élevés entre tes meetings et ton closed one. Donc les signaux intentionnistes sont clés dans cette stratégie. Et est-ce que tu trouves qu'on entend plus parler depuis quelques mois, voire quelques années de plus en plus, parce que, je ne sais pas, est-ce que c'est parce que l'outbound, il prend des coups depuis quelques années vu que c'est accessible à tout le monde, ou est-ce que c'est vraiment parce qu'on a atteint enfin des capacités technologiques d'agrégation de données en masse, il y a peut-être même des outils qui sont apparus. Qu'est-ce qui fait que, selon toi, aujourd'hui, c'est devenu, et c'est en train de devenir une composante essentielle dans le métier du growth ou même dans l'outbound ou du sales tout court? Ouais, tu en as mentionné quelques-unes. Je pense qu'on est. Avant la phase des intents, il y avait une phase de sales automation. Donc c'était outbound à tout va. On envoie des séquences automatisées. Les outils se développaient pour faire le boulot à ta place. Ça a marché pendant quelques temps. La conséquence, c'est que les prospects recevaient de plus en plus d'emails qui étaient de plus en plus personnalisés, entre guillemets. Donc c'était très difficile de différencier des emails automatisés d'emails envoyés à la main. Et donc du coup, l'outbound a froid et l'automatisation n'a plus fonctionné à partir d'un certain temps. Je pense aussi que le développement d'outils pour récolter ces signaux de manière plus facile, plus intégrée, a permis à plus de gens de se lancer dessus. Et les contraintes économiques, quand tu as des targets ambitieuses et que tu dois aller vite, ce qui est quand même, je trouve, un esprit growth de base, trouver des moyens de trouver des raccourcis pour aller chercher du revenu rapidement. Bien sûr. On n'a plus le temps ni les moyens de recruter des équipes commerciales gigantesques et de leur dire bombarder comme des bourrins à base d'emails, et puis on lance un grand filet et on voit ce qui remonte. Ça, aujourd'hui, c'est plus possible. Toute entreprise qui va avoir une organisation marketing et sales à peu près saine avec des rationnels de coûts, je ne vois pas comment elle peut faire de l'outbound sans incorporer les signaux intentionnistes dans sa stratégie. Ok, hyper intéressant. Alors, juste pour plonger un peu dans ton vécu de l'exécution de ces data intent chez Datadom, est-ce que tu peux me dire déjà, c'était quand la première fois que tu en as entendu parler, soit chez Datadom ou autre, et j'aimerais bien comprendre la mécanique, parce que j'ai l'impression, moi, quand on s'était un peu croisé chez Datadom, c'était un moment clé, mais peut-être qu'il y avait, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y avait un avant, il y avait aussi évidemment un après. Ça m'intéresse l'exécution. On peut faire un peu le déroulé. Ouais, le déroulé. Ce que je viens de critiquer, je l'ai fait pour détendre tout le monde. C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivé, j'étais seul à gérer le growth chez Datadom. J'ai très vite développé l'inbound en premier lieu, qui était pour moi le canal le plus sain et le plus héroïste. Une fois qu'on avait installé l'inbound, qu'on avait une bonne traction, très vite on m'a challengé sur OK, c'est quoi la suite, quand tu auras un plateau qui va arriver en inbound, comment tu vas faire. Et donc j'ai dû mettre un pied dans l'outbound. Au début, j'ai fait comme plein de profils growth, j'ai cherché à automatiser, à envoyer des emails et des invitations LinkedIn en masse et voir ce qui arrivait. Je gérais les SDR à ce moment-là, donc j'avais aussi besoin d'optimiser les process. C'était 2018 donc ça, plutôt 2019. Ouais. Quand je suis arrivé, il y a eu 1 an à peu près où j'ai fait que de l'inbound. Et après, j'ai récupéré les SDR et j'ai commencé à mettre les pieds dans l'outbound. Donc d'abord, automatisation. Ce que j'ai décrit, je l'ai vécu. Ça marche un temps, ça finit par ne plus marcher. Et donc on se dit, comment on fait pour orchestrer tout ça. Donc au début, je pense que dans les signaux intentionnistes, moi je vais les différencier en trois catégories pour aider un peu tout le monde à capter. La première catégorie, c'est les signaux first party. Donc, c'est tout ce qui concerne l'engagement avec ta marque, que ce soit sur ton site, sur tes réseaux sociaux, sur tes pubs, sur tes emailing, enfin tous les signaux qui peuvent laisser entendre que quelqu'un a interagi avec toi. C'est genre clic. Ouais, ça peut être des ouvertures d'email, ça peut être un follow sur LinkedIn, ça peut être un commentaire sur un post.
des visites de sites web évidemment aussi. Tout ce que tu peux faire, par exemple un lead, quelqu'un qui parle sur le chat de ton site, tout ça, pour ça c'est des signaux intentionnistes first party. Pour moi c'est les plus précieux même aujourd'hui et les plus activables parce que c'est de la donnée que tu owns, qui t'appartient et qui concerne ta marque, ton produit, donc c'est le plus précieux et c'est celle-ci qu'il faut privilégier. La deuxième catégorie, c'est des signaux liés à la compétition, à la concurrence, qui sont, en fonction des business, pas toujours faciles à activer, mais qui sont quand même un très bon moyen d'identifier des entreprises qui ont un pain que tu arrives à résoudre, d'identifier des gens qui peuvent être les personnes qui sont en charge du contrat avec ton concurrent, par exemple. Donc ça permet de savoir à qui parler. Et donc c'est déjà pas rien. C'est pas forcément un signal intentionniste pour moi. C'est de l'espionnage, non? C'est un signal de compatibilité avec ton produit qui permet de prioriser par exemple des entreprises que tu veux contacter. Et il y a une troisième catégorie d'intent qui pour moi est la catégorie la plus loin et qu'on va je pense devoir apprendre à oublier avec le temps, notamment en Europe. C'est tout ce qui est third party data. Alors je suis un peu grossier quand je dis ça, mais il y a quand même des signaux autour des mots-clés, de ce qui se passe sur ta page G2 par exemple, etc. C'est là, nous on le prend en compte, on saute pas dessus comme des oufs quand on les reçoit. Ça permet de donner un peu de contexte, ça permet des fois de différencier certains comptes, de peut-être faire un peu plus de personnalisation. Mais en Europe, par exemple, c'est de plus en plus compliqué d'avoir des signaux third party qui sont fiables. Même le first party, si on parle par exemple des visites sur ton site web, la majorité des gens en Europe, quand ils voient une bannière cookie, la majorité, j'ai plus les chiffres, c'est 60% je crois chez nous en tout cas, refusent les cookies. Donc c'est vrai que ces gens-là, tu ne les traques pas et donc tu ne sais pas pour quelle boîte ils bossent. Donc voilà, ça c'est un peu les trois grandes familles de signaux qu'on manipule. Et à force de parler, j'en ai oublié ta question. Non, mais en soi, c'est intéressant. On va juste jumper dedans parce que je vais commencer par la dernière. Quand tu dis third party data, c'est, si je comprends bien un peu, c'est lié aussi à ce sujet de la fin des cookies. On bascule vers est-ce que c'est ça un peu ce que tu veux dire, le côté RGPD il y a sûrement aussi un sujet d'efficacité parce que j'ai l'impression que je sais de quoi tu parles, parce qu'à un moment donné, il y avait un outil, sans le citer, ou on peut le citer, en vrai, on s'en fout, c'est Zoom Info, et j'avais fait a posteriori une démo avec eux, où il me dit, oui, telle boîte, il y a quelqu'un, il a tapé freelance, il a tapé... Oui, mais c'est une black box, c'est quoi? Est-ce que vraiment... Et donc, est-ce que, déjà, pour un peu creuser, et comme ça, moi, on va juste creuser les trois pour comprendre un peu mieux, est-ce que tu veux dire, par ça, le côté RGPD, la fin des cookies, donc on ne peut plus considérer que c'est pertinent, ou bien non, c'est pertinent, mais on n'a plus le droit d'utiliser. C'est quoi non, la contrainte? une perte de oui, c'est-à-dire que les contraintes autour de l'utilisation des données personnelles et des cookies font que en Europe déjà, c'est très compliqué de savoir. Tu vois, si on parle des mots-clés, donc les mots-clés, c'est un intent que fournissent des solutions comme Bombora ou Sixsense, qui vont te dire, tiens, telle société a fait... à taper. Alors, c'est pas à taper en fait. Quand tu creuses, en fait, c'est des mots-clés, c'est des champs lexicaux plutôt. C'est-à-dire que cette entreprise a visité des sites médias ou a lu des articles sur lesquels, qui parleraient de ce sujet, entre autres. Donc déjà, tu vois, la façon dont c'est fait, c'est déjà hyper discutable. Mais ensuite, quand tu sais donc du coup, pour qu'ils récoltent ces données, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient implémentés sur des sites médias. Enfin, tout ça, tu vois, ça dépend de leur capacité à manipuler des cookies. Donc, quand un signal n'est viable que pour un visiteur sur 4, du coup, c'est difficile de l'intégrer dans un modèle prédictif ou dans un modèle de scoring. C'est-à-dire que c'est un signal qui a une valeur, on ne peut pas vraiment le croire. Moi, déjà, je doute, si on parle de celui-ci précisément, j'ai des très gros doutes dans la façon dont il est récolté. C'est un peu une black box bullshit pour moi. C'est là, ça peut être un stagiaire qui a ça peut être n'importe qui déjà qui a consulté un article. Et c'est pas parce que quelqu'un lit un article qu'il y a un projet derrière. Voilà. Donc nous, il est très très loin dans la queue du score. Et puis je pense aussi que c'est un move de manière générale sur tous les sujets. La donnée que tu possèdes, la donnée qui concerne ta marque et que tu as récoltée toi-même, c'est celle qui a le plus de valeur. Si on parle de valorisation d'une boîte, etc., on ne va jamais valoriser la donnée third party, on va valoriser la donnée que toi, tu as réussi à récolter, qui t'appartient, que tu sais gérer et sur lequel tu as le full contrôle. Voilà. Ok, très clair. Allons sur celle de la concurrence. Elle m'a intrigué. Est-ce qu'on peut la détailler dans le sens où moi j'ai compris qu'il s'agit
de ta capacité à identifier potentiellement des leads ou des clients qui interagissent avec tes concurrents. Et en les identifiant, en fait, tu peux tenter d'interagir avec eux. Est-ce que c'est de ça qu'on parle ou c'est autre chose? Oui, entre autres. Donc, d'abord, c'est identifier les entreprises, les clients de tes concurrents. Si tu connais les clients de tes concurrents, déjà, tu vois, si tu dois prioriser des entreprises à qui aller parler, c'est un bon démarrage. Maintenant, en fonction de ton produit, comment tu le fais, ça, nous, c'est facile, entre guillemets. Datadome, comme nos concurrents, c'est un JS tag posé sur le site. Donc, JS tag, juste pour les gens, oui, c'est un tag JavaScript que tu mets dans Search Console, entre autres. Et donc, on a la capacité, en regardant dans la liste des tags JS de n'importe quel site web, de savoir quelles solutions ils utilisent sur leur site. Donc, par exemple, on peut détecter facilement des CDN, on peut détecter des solutions comme Datadome, des solutions de fraude, on peut détecter des solutions de paiement. Enfin, il y a un panel déjà de choses que tu peux voir en regardant les cookies d'un site qui te donnent des billes sur quelles solutions ils utilisent. Donc, nous, c'est très pertinent et relativement facile à faire. Bah oui. On a quand même, il y a des solutions qui existent, du type BuiltWiz qui te donne cette info. J'allais dire ça. Nous, on est dans une telle recherche de real-time qu'on a créé notre propre BuiltWiz chez Datadome. C'est sûr, voilà. Vous êtes tout le temps real-time, je m'en rappelle très bien. C'est la valeur corps de ce qu'on fait. Ouais. Mais c'est important parce qu'en fait, donc tu peux t'en servir de plusieurs façons. Connaître les concurrents, les clients de tes concurrents, ça peut être juste une donnée froide qui te permet de savoir quelles entreprises contacter. Détecter quand une entreprise installe un de tes concurrents, là, tout de suite, c'est autre chose, d'être capable de le détecter en temps réel. Est-ce qu'ils sont en train de les tester? Auquel cas, peut-être que tu peux les contacter maintenant et essayer de faire partie du test qu'ils sont en train de faire. Si on parle de tes clients, par exemple, tu as un de tes clients, tu détectes que d'un coup, il est en train d'installer un de tes concurrents. Oui, il y a peut-être un petit sujet. Donc voilà, pas mal. Donc c'est ça. Ça, c'est in-house, c'est construit in-house. On a carrément un stack et l'équipe tech qui nous aide sur le sujet. Pas mal. On ping, on scrape l'intégralité de nos... Pas dire ce mot. Deep, c'est sûr. Non, on ping l'intégralité de nos... Enfin, on récupère aucune donnée, on lit leurs cookies en fait, de tous nos comptes target tous les jours, et on est capable de détecter quand du coup un site a installé un de nos concurrents. Et donc... Puissant. C'est un cas puissant, c'est un cas intéressant. Nous, au début, on s'est beaucoup dit ça, c'est un signal de ouf. Dès qu'on le détecte, on contacte cette entreprise, on essaye de faire partie du truc. Dans la réalité, ça marche pas vraiment comme ça. Quand les boîtes qu'on cible, donc des gros business digitaux enterprise, installent une solution sur leur front-end, c'est qu'ils sont déjà assez avancés dans le projet, donc souvent tu arrives trop tard. Mais ça te donne quand même des indices sur où ils en sont dans le projet. Et peut-être utiliser ce signal dans plusieurs mois en te disant ils auront un renouvellement. Mais déjà je commence à distinguer qu'il y a un côté, on va en parler plus vers la fin, de maturité, parce que en fait le comportement est différent. Enterprise, typiquement ce signal, comment il est fait chez vous, puisque ça veut dire qu'ils sont quand même, s'il arrive en tant que dans la stack, c'est qu'ils sont bien avancés versus une boîte qui a juste testé 2-3 trucs et qu'elle est de petite taille. Mais ça, je pense on en parlera à la fin. À la fin, effectivement, c'est intéressant. Et juste peut-être pour finir sur les concurrents, donc la première partie, c'était détecter les clients de tes concurrents. Ensuite, il y a tout un champ des possibles pour essayer d'identifier les personnes qui seraient en charge du contrat avec tes concurrents. Par exemple, si je te dis que j'en sais rien, Amazon bosse avec Google, bon ok, super. Si un sujet lié à reCAPTCHA par exemple chez Amazon, tu vas pas te mettre à contacter toute l'équipe IT en disant hey, je sais que vous utilisez reCAPTCHA, est-ce que ça vous dit de switcher sur Datadome, tu vois. Il faut ensuite que tu sois capable d'aller identifier la bonne équipe ou la bonne personne qui sera à même de recevoir ton message quand tu vas parler de ton concurrent, etc. Qui va avoir le niveau de compréhension de ton produit qui lui permet de faire la différence entre toi et tes concurrents. Donc, nous, on regarde par exemple ce qui se passe sur les réseaux sociaux de nos concurrents. Ça nous permet d'identifier les personnes qui engagent avec eux. Je vais essayer de transposer ça à un univers que beaucoup plus de gens connaissent et comprennent. C'est par exemple les agencies. Je te donne, et puis juste pour faire le parallèle, pour un peu les auditeurs, ils se disent ok, mais en fait, c'est ça le parallèle. Dans le monde des agences, par exemple, on va dire, on a une vingtaine d'employés et tu as une personne qui a des accounts.
typiquement, qui travaillent avec clients A, B, C, D. Et souvent, ces personnes-là sont identifiées. Et souvent, dans les agences, on va dire, par exemple, il y en a 2-3 qui sont les mêmes, en tout cas qui travaillent sur quasiment tous les accounts. Est-ce que ce que je vais dire là maintenant va rentrer dans le côté observer la concurrence? Si, par exemple, je ping les employés de la boîte constamment et qu'un jour, je vois que le account manager numéro 2 est en train de se barrer ou vient de dire qu'il s'est barré, c'est que c'est une weakness temporaire potentiellement chez cette agence, parce que peut-être le temps que la passation, et tu peux te dire, toi, si je comprends bien la logique de la concurrence, c'est peut-être c'est le moment d'aller contacter les accounts en question en mode nouvelle propale, machin. Est-ce que c'est comme ça si je la prends dans un business basique de service? Est-ce que c'est le parallèle que tu feras appliqué aux agences, par exemple? Alors là, tu me challenges sur un domaine que je connais un peu moins, les agences, je t'avoue. Ça peut. Il faudrait que je me plonge plus dans le cas en question. Nous, c'est vraiment le sujet d'identifier les personnes à qui on peut envoyer nos argumentaires. Ce que tu as évoqué, pour moi, ça me fait penser à un autre signal qui est les job change ou les company change. Donc quand tu as des personnes qui sont par exemple tes utilisateurs qui vont dans une autre entreprise, ou quand tu as des new joiners qui rejoignent tes comptes target, ça c'est aussi des signaux qu'on a mis en place et qu'on utilise. Et tu le mettrais dans quelle catégorie, plutôt concurrence ou plutôt... Non, ça c'est du job change. Job change. Donc il y a des outils qui le mesurent. Je pense que c'est un signal qui est assez réputé maintenant, qui au début était un peu pour les initiés. C'est un des plus vieux. Mais qui est intéressant aussi, parce qu'il y a vraiment plusieurs façons de le faire. Ça peut être, en fonction de l'industrie, c'est un vrai signal intentionniste. Tiens, ils recrutent tel profil, ça veut dire qu'ils ont tel besoin, donc on peut y répondre. Comme ça peut être pas du tout un signal intentionniste, mais ça peut être un moyen de faire de l'enrichissement de données. Par exemple, tu peux scraper les offres d'emploi de tes cibles ou de tes concurrents pour essayer de déceler les pains qu'ils ont ou de la donnée qui te permet ensuite de faire un outreach de meilleure qualité. Ok, très clair. Allons sur le premier que tu m'as dit que c'est le plus sexy, c'est le plus valuable, même quand tu te fais racheter la first party. Comment ça se manifeste, comment ça se structure globalement dans une boîte ou même chez Datadom? Donc c'est vraiment, moi c'est les signaux que j'incite tout le monde à mettre en place en premier. C'est des signaux que tu vois dans ton CRM, c'est des signaux que tu peux voir sur ton site, qui ne demandent pas forcément un gros investissement de départ. C'est qu'est-ce que tu peux capter dans tout ce qui se passe autour de ta marque et de tes différentes plateformes. Donc moi c'est par ça que j'ai commencé quand j'ai voulu faire de l'intent chez Datadom. C'était me dire parmi tous les contacts qu'on a générés, tous les leads qu'on a générés, tous les contacts qu'on a récupérés de LinkedIn, etc. Déjà peut-être qu'avant de vouloir contacter tout le monde tout le temps, on va se concentrer sur ceux qui ont envoyé des petits signaux. Donc quels sont ceux qui ont lancé une conversation sur le chat, quels sont ceux qui ouvrent plus nos emails et cliquent plus nos emails que les autres, quels sont ceux qui nous suivent sur LinkedIn, enfin voilà, tous ces signaux là. Comment nous la structurer? Au début on n'avait pas d'ETL, on n'avait pas un stack très complexe, en gros on avait juste un CRM. Donc on a d'abord récolté ces signaux, on a créé un custom object pour parler techniquement dans HubSpot, et on a poussé ces signaux comme custom object dans HubSpot en se disant chaque signal c'est un type. Derrière on va pouvoir donner un poids à chacun de ces types de signaux, et c'est ce qui va nous permettre de commencer à scorer les contacts, mais aussi les sociétés, parce que donc en B2B, c'est important de ne pas oublier qu'on vend à des sociétés, pas à des individus. On vend même souvent à des équipes et à des équipes qui peuvent être plus ou moins grosses en fonction de la taille des entreprises. Et donc, c'est pas parce qu'il y a un excité qui, lui, visite ton site comme un ouf et clique sur tous tes emails qu'il y a un projet au niveau de l'entreprise. Donc, alors, cette capacité à scorer les individus, mais aussi les entreprises, c'est important. Et donc, voilà, on a tout poussé dans le CRM. Chaque intent avait un poids et on regardait, donc au début très basique, on attendait qu'une personne atteigne un certain score pour le contacter, et après on a complexifié en se disant que ce qui faisait la qualité d'un score, c'était pas juste une somme statique de signaux accumulés les uns après les autres au fil du temps, c'était déjà la qualité des signaux, leur fréquence et à quel point ils sont répartis sur plusieurs contacts. Je préfère une entreprise sur laquelle j'ai 3 contacts engagés auprès de ma marque qu'une entreprise où il y a un mec qui vient à fond chez nous tout le temps, quoi. Enfin,
Voilà, tout dépend. Encore une fois, si le gars vient sur la page pricing, la page de démo, c'est spécifique. Voilà, bien sûr. évidemment, lui, ça peut être notre champion et on va vouloir le contacter. Mais il y a dans les grandes entreprises, on parle de grosses boîtes où les équipes IT sont, dans notre cas, les équipes IT sont gigantesques. Le poids de un bonhomme, à moins que ce soit le CTO ou le directeur IT, est quand même relativement faible. Donc, pour qu'au niveau du compte, au niveau de l'entreprise, on s'excite, nous, on attend quand même qu'il y ait une propagation des signaux sur plusieurs Intéressant. Comptes. Donc, en gros, vous avez essayé de connecter les micro-signaux entre eux autour de vous, c'est ça un peu la logique, pour aller renforcer, alors j'imagine par un modèle de scoring. Oui, c'est ça. Un signal avait un nombre de points et on était, dès qu'un nouveau signal était créé sur un contact ou un compte, on recalculait la somme de tous les signaux. Alors nous, on le faisait sur 60 jours glissants, je crois. Et donc c'est comme ça qu'on avait notre premier modèle de scoring. Si j'avais dû le faire sans CRM, sans le soutien d'une équipe Ops, etc., je l'aurais fait sur un Google Sheet. C'est pas très compliqué. Je pousse mes signaux dans un Google Sheet. En fonction du type du signal, je lui donne un nombre de points. Et ensuite, tu as des petites formules rapides pour regarder la date de création du signal. Et voilà, tu fais une petite pondération. Alors, concernant le score, il est dans HubSpot aujourd'hui. Alors nous aujourd'hui, non. Aujourd'hui, le stack il a bien évolué. Il est réparti entre notre TL et notre plateforme d'ABM, SixSense. On en reparlera après. Mais à l'époque, oui, c'était un score qui était dans un champ contact, dans un champ société, qui était recalculé dès qu'il y avait un signal intentionniste. Quand tu dis ETL, c'est quoi? C'est un BigQuery? Ouais, c'est BigQuery. Ok, BigQuery. Pourquoi il y a besoin, juste pour que les gens comprennent, pourquoi il y a besoin d'un ETL et d'un CRM? C'est quoi l'intérêt? Je sais que c'est pas peut-être c'est lié aux signaux, mais juste pour comprendre l'architecture. Nous on l'a pas fait. Enfin nous on n'est pas passé sur un ETL pour les signaux. On s'en sert pour les signaux entre autres, mais tu as besoin d'un ETL quand tu dois faire des calculs sur ta donnée, quand tu dois faire du forecast sur ton pipe, quand tu dois faire par exemple quand tu dois appliquer de la pondération ou des critères de qualification sur tes MQL, ce qui est le cas chez nous. Tu as besoin d'un ETL parce que dans ton CRM, tu es très limité pour faire des calculs. Tu peux le faire en temps réel, mais très vite, tu es coincé. Donc, stocker un grand volume de données, gérer de l'historisation aussi. Dans ton CRM, quand tu changes des champs très vite, la donnée que tu avais avant, elle est effacée. Donc, il y a un ETL qui te permet de dire, tiens, ce champ-là, quelle valeur il avait 3 mois auparavant, quelle valeur il a aujourd'hui. Et donc, de faire ensuite des modélisations ou des dashboards, etc. Ok, très clair. Pour revenir un petit peu à cette construction, donc si je comprends bien, au début je pense que ce que tu me disais c'est qu'il y a eu plein de signaux, mais avec le temps aujourd'hui ça réconforte. En tout cas, ton analyse c'est que les signaux générés par l'entreprise elle-même c'est les meilleurs. L'idée c'est de les structurer, c'est de permettre de les connecter un peu à votre pipeline CRM pour les rendre actionnables. Si je fais tout ça, j'ai bien besoin d'une stack. Alors, tu as cité 2-3 noms. J'ai dit BigQuery, tu as dit HubSpot, SixSense, j'en entends parler. Peut-être que tu vas nous expliquer. C'est qu'aujourd'hui, la meilleure logique de construction d'une stack pour un B2B SaaS comme le vôtre, est-ce qu'il faut y aller par étapes ou est-ce qu'il faut la penser dès le départ et y aller à fond? Je suis en 2024, je suis un B2B SaaS, imaginons un peu comme un Datadom peut-être qui va passer de série A, B, C, voire D. Qu'est-ce que tu suggérerais en tout cas dans le cadre de cette construction? Alors je pense qu'il y a un élément qui crée déjà 2 branches principales, c'est est-ce que ces signaux vont être utilisés par l'équipe Growth pour envoyer des séquences dans son coin, ou est-ce que ces signaux vont devoir être présentés et utilisés par une équipe sales? Déjà, c'est deux mondes. Moi, au début, j'avais la main sur le stack et je drivais les séquences. C'est moi j'avais même des senders que je gérais moi-même pour les sales, etc. Donc, je faisais un peu ma petite tambouille. Ça n'avait pas trop d'importance finalement, tant que j'arrivais à identifier les sociétés qui m'intéressent et les contacts qui m'intéressent. D'ailleurs, je partais que voilà. Aujourd'hui, c'est plus le cas. On a une équipe sales de plus de 20 personnes. Il faut qu'ils comprennent ces signaux, il faut qu'ils y aient accès, il faut qu'ils soient à l'aise avec la façon dont nous on les utilise. C'est un vrai vecteur d'alignement de l'équipe marketing et sales qui, moi, m'a beaucoup aidé chez Datadome à dire aux sales, c'est le marketing qui choisit les entreprises que vous allez prospecter, mais je crée du trust parce que j'ai des signaux intentionnistes. Et donc je leur dis, oui, ok, on a tous envie d'avoir Nike comme client.
c'est un compte gigantesque qui doit être hyper ciblé par tous les concurrents et par tout le monde. Est-ce que tu préfères aller te battre pendant 24 mois sur Nike, ou est-ce que tu préfères te concentrer sur ce compte qui est peut-être un peu plus gros, et encore c'est pas gagné, mais sur lequel j'ai des signaux intentionnistes de telle et telle nature. Enfin voilà, ça va très vite. Enfin, les sales évidemment adoptent ça assez rapidement. Donc pour revenir à ta question, la façon dont on démarre, pour moi, voilà, elle dépend de ça. Si on démarre un peu en mode solo, intrapreneur, et qu'on peut faire ces petites séquences automatisées dans son coin, il y a trois, quel que soit le stack, il y a un peu 3 étapes. Il y a récolter la donnée, donc en fonction du signal, c'est des outils très simples, ça peut être des outils maison, hein, ça peut être du web scrapper, ça peut être d'autres solutions comme Albacross par exemple, qui fait des détections de visites de sites web, etc. Il y a plein d'autres acteurs, hein, on peut nommer Clearbit ou autres. Et après, tu as des données qui sont même déjà dans ton CRM. Tout ce qui est engagement sur tes emails, tout ce qui est soumission de formulaires, téléchargement de documents, etc. Via ton chat aussi. Tout ça, c'est des données que tu as en général assez facilement. Maintenant, quasiment tous les outils te permettent de pousser cette donnée soit avec des intégrations natives, soit avec des webhooks. Donc pour démarrer, tant que tu arrives à faire sortir cette donnée vers une destination qui soit ton CRM ou un Google Sheet, déjà tu fais de l'intent. Déjà tu peux commencer à faire des trucs cool. Dans le cas où tu dois travailler avec une équipe sales, là c'est un peu plus complexe parce que ces signaux servent donc d'abord à détecter les entreprises et les contacts avec lesquels tu veux travailler, sur lesquels tu veux te concentrer, mais ça sert aussi bien souvent à faire de la personnalisation et à donner du contexte aux commerciaux pour qu'ils sachent exactement quelle histoire raconter sur telle entreprise ou à telle personne, en fonction par exemple des pages qui ont été visitées sur ton site, en fonction des actions qui ont pu être menées avant. Est-ce que c'est une entreprise qui est déjà venue à un de nos webinars? Est-ce que c'est une entreprise qui a déjà fait une demande de démo? Enfin, tout ça permet vraiment de fine-tuner l'approche. Et donc là, quand tu dois le présenter à ton équipe sales ou la rendre en tout cas facilement accessible, voilà, là c'est un peu plus complexe. Bon, sur HubSpot, nous on l'a fait avec des custom objects. C'est visible par les sales. On leur a appris à s'en servir. On communique régulièrement dessus. On a mis tout en place un système de notification dans Slack aussi. Il y a des signaux qui sont real-time et qui doivent demander une activation immédiate. Il y a des signaux qui sont plus de l'ordre du contexte et de l'information. Donc ils sont accessibles dans HubSpot, mais on ne déclenche pas de choses en particulier après ça. Donc pour récapituler, récolter de la donnée, la pousser dans une destination qui soit utilisable par toi ou par les équipes sales. Et ensuite, l'étape dans laquelle on est nous aujourd'hui, c'est plutôt d'apprendre avec le temps. C'est-à-dire qu'il y a des signaux sur lesquels on a des grosses convictions, mais qui en fait s'avèrent ne pas marcher tant que ça. Et il y a des signaux qui sont un peu plus faibles, mais qui cumulés à d'autres, avec le temps, on se rend compte que ça nous permet quand même de modéliser des comportements d'achat. Et donc là, c'est la phase dans laquelle on est aujourd'hui, qui est une phase d'ABM, où les signaux jouent un rôle central dans notre capacité à identifier les entreprises qu'on veut cibler, mais surtout les ranger dans des buying stages différents, et donc savoir quelles sont les entreprises qui sont au tout début de leur recherche versus des entreprises qui sont en train de chercher une solution. Ça c'est hyper important dans la façon dont on orchestre les stratégies marketing et sales. On ne va pas avoir les mêmes messages et la même intensité de prospection envers une entreprise qui a lu 2 articles sur le blog qu'envers une entreprise qui a visité notre page pricing, qui a installé un concurrent il y a 2 mois. Voilà, t'as compris l'idée. C'est hyper intéressant parce que tu es en train d'aboutir à une forme de version 2 ou un upgrade de votre ABM. En tout cas, c'est ce que tu supposes, c'est que les signaux viennent booster votre stratégie ABM avec une meilleure réorganisation, priorisation. Et je trouve ça très intéressant. Mais pour revenir un peu à cette histoire de légitimité des accounts, puisque c'est un peu maintenant tout est connecté, c'est intéressant ce que tu dis parce que tu dis que déjà il y a une démarcation, j'imagine, growth sales, et toi pour légitimer les accounts que tu considères plus intéressants à traiter, donc meilleure chance d'aboutir en termes de cycle de vente et autres, tu utilises les signaux pour créer de la légitimité et de la confiance avec les sales. Ouais. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est toi qui décides ces intents, ou est-ce que c'est dans les deux sens? Est-ce qu'eux peuvent piloter, et c'est ça que j'aimerais comprendre, parce que là on va rentrer dans le côté organisation. Voilà, on est une structure de 200 personnes.
c'est quoi? C'est le gros qui gère la génération des intents et le sales. Les sales, il est plus rassuré, il les travaille. Le sales peut leverage ses intents pour taper les bons comptes et pour personnaliser son approche. Mais il y a les sales, de par leurs activités, génèrent des signaux intentionnistes. L'envoi d'email, par exemple, génère des ouvertures et des clics. Ça génère du signal. Même après ça, les sales envoient des séquences, les prospects visitent le site web, et donc il y a une boucle de rétroaction qui fait que plus les sales activent des comptes, plus il y a de signaux intentionnistes qui sont aussi générés sur ces comptes, et donc c'est une boucle vertueuse qui permet d'aligner ce qu'on fait. Mais oui, c'est mon équipe qui est complètement en charge de tout le stack intent et de la définition des intents qu'on récolte, de l'identification de nouveaux intents. Régulièrement, on en trouve des nouveaux. Quand j'ai commencé, on en avait une dizaine. Aujourd'hui, on en a une trentaine. C'est ça, en plus, j'ai l'impression. Et donc, du coup, il y en a plein, en fait. Il y en a plein. Et puis, plus tu as de l'expérience avec les intents, et ça, c'est propre à chaque business, plus tu arrives à comprendre lesquels jouent un rôle dans la génération de nouveaux pipelines et lesquels sont plus de l'ordre du contexte de l'information. Je suis absolument d'accord avec toi. Juste pour rebondir sur ce point, tu peux donner un intent brut à n'importe qui. J'ai l'impression, avec ce que tu dis, le résultat va pas être le même. Chaque business va l'interpréter, va l'activer différemment. Bien sûr. Juste avant, on disait qu'il y en a qui l'activent immédiatement, d'autres qui attendent. C'est hyper intéressant ce que tu dis. C'est-à-dire que, en fait, la compréhension des intents va en parallèle avec ta compréhension du business et ton évolution avec le temps. Et de ta maturité, et de la maturité de ton organisation et de tes objectifs aussi. Par exemple, plus tu cibles une liste d'entreprises large, plus tu vas être exigeant sur le scoring. À partir de quand tu mets tes sales sur des entreprises, par exemple. Quand tu démarres, nous, on ciblait que la France au début, par exemple. Forcément que le nombre d'entreprises à qui on peut vendre Datadome en France, on a vite fait le tour. Les gros e-commerçants, les sites à fort trafic, on les connaît tous. Donc forcément, dès qu'il y a un signal, tu t'excites, tu sautes dessus. Quand tu vises plus de 20 000 entreprises dans le monde, tu ne peux pas t'exciter dès qu'il y a un signal. Tu vas fatiguer tes sales. Tu n'arriveras pas à montrer en interne que les signaux sont une façon d'augmenter le taux de conversion, etc. Parce qu'en fait, tu sautes trop tôt sur les comptes. Donc plus tu cibles une liste de comptes grande, plus tu démarres tard. Et puis plus tu as aussi une équipe sales, la taille de ton équipe sales définit aussi à partir de quand tu peux sauter sur des comptes. Nous, on fait tout un travail de capacité, c'est-à-dire maintenant on travaille vraiment bien avec l'équipe sales pour se dire on a tant de personnes dans l'équipe sales, il y a tant de BDR, tant de compte managers, donc ils peuvent adresser tant de comptes par quarter. Donc nous, si on doit leur fournir X comptes par quarter, voilà comment on adapte le scoring et le threshold à partir de quand les sales rentrent en action. C'est intéressant parce que ce que tu dis, c'est que maintenant tu as inversé la boucle. D'ailleurs, c'était la question qui est arrivée, c'est la question des ressources. C'est-à-dire que en fonction de l'équipe sales, vous faites une sorte de reverse engineer de combien, en tout cas votre capacité de traitement. Et donc, voilà ce qu'il vous faut comme volumétrie. Et vu que vous voulez maîtriser cette volumétrie, c'est un peu complexe, mais j'essaie de la simplifier. Vous ajustez le scoring pour que le scoring permette que... Alors, on n'ajuste pas vraiment le scoring. En fait, disons que on ajuste la limite de score à partir de laquelle on donne les comptes aux sales. Le scoring est le même. Je peux avoir 500 comptes sur lesquels j'ai des signaux intentionnistes. Si je les classe de manière décroissante du plus intentionniste au moins intentionniste, je démarre et je donne X comptes à mon équipe sales en fonction de leur capacité d'activation. Très, très, très clair. Aujourd'hui, une équipe growth pour fournir autant on va dire de signaux, parce que j'allais dire lead, mais bon, en fait, c'est des signaux. C'est des signaux, c'est important. C'est des signaux parce que c'est pas la même chose. C'est quoi cette équipe? Genre, il faut deux growth, c'est un growth ops, c'est un growth engineer. Ça m'intrigue. Alors, nous, la façon dont on est organisé, donc dans mon équipe, j'ai une personne qui s'occupe de l'ABM et des signaux intentionnistes, qui s'appelle Samy. Salut Samy, si tu nous regardes. Qui est donc growth ops et ABM manager. C'est pas un growth engineer parce que nous on a une équipe business ops que tu connais bien parce que tu as bossé avec elle. Donc ça c'est une organisation propre à Datadome. Tout ce qui est gestion du CRM, sujet ops transverse, c'est une équipe business ops. Et moi, dans mon équipe, je n'ai que une personne en charge des ops qui gère tout le stack marketing et tous les sujets ops
pure growth. Donc c'est lui qui est en charge de récolter les signaux, de les maintenir, d'interfacer ça dans le CRM avec l'équipe Business Ops, de gérer notre plateforme d'ABM. Donc voilà, ça c'est vraiment sur la partie stack. J'ai une personne dans mon équipe qui est en charge de l'outbound, Elisabeth, qui elle fait le lien sur la partie séquence avec l'équipe sales. Donc vraiment plus sur le contenu, sur l'enablement, vraiment sur la phase d'activation. Une fois qu'on a les comptes, quel est le meilleur message à leur délivrer. Est-ce que c'est des séquences manuelles, automatisées, etc. Il se coordonne avec elle et reçoit du feedback aussi sur ce qui fonctionne pas. Et c'est tout, entre guillemets. Enfin, ces personnes-là ne font pas que ça. Hein. Samy ne bosse pas, par exemple, que sur la partie intent. Mais au début, moi, j'ai fait de l'intent en étant seul, avec très peu de ressources. On adapte la complexité de ce qu'on fait au fur et à mesure, en fonction que la boîte grandit. Et c'est intéressant parce que tu l'as lié, parce qu'au final, tu me disais la séquence, et donc j'imagine c'est le copywriting, parce qu'en fait, tout à l'heure, tu disais personnalisation et contexte. Ça veut dire que en fait, les signaux, c'est pas juste il est prêt à acheter. Non, attends, on peut utiliser ça comme contexte, j'imagine. Donc, ça se répercute par un copywriting qui va être différent. Et cette personne, Elisabeth, pardon, elle fait ce travail-là avec les sales. Exactement. Donc, certains signaux déclenchent une activation. Un signal seul va déclencher une activation et on fait tout autour de ce signal. Par exemple, quelqu'un qui vient de rejoindre une de nos entreprises cibles, un nouveau CTO dans une de nos entreprises cibles. Ça, c'est trop spécifique, donc c'est une séquence dédiée. Des signaux du type website visit, etc. Souvent, c'est pas suffisant. Mais par contre, c'est très utile quand tu vois qu'une entreprise a tendance à visiter que des articles autour d'un même sujet sur ton site web. Ça t'aide quand même à comprendre quel est leur pain ou ce qu'ils recherchent. Donc c'est là où on a créé des séquences. Le piège, je peux en parler parce qu'on est tombé dans ce piège-là, c'est qu'au début, quand tu commences avec les signaux, chaque signal, tu le prends individuellement et donc tu actives chacun des signaux et tu te dis il me faut une séquence par signal. Tiens, il me faut une séquence. Ouais, je vois. Tu finis avec une librairie de séquences qui est tu t'en sors pas. Infinie, impossible à maintenir. Et puis souvent, en fait, faut pas oublier que ces signaux qu'on récolte, c'est toujours une partie de ce qui se passe. Enfin, on ne voit que ce qu'on peut voir et il y a plein de choses qu'on ne pourra jamais récolter, des discussions entre collègues au bureau, des recherches qui se font sur différents devices qu'on n'arrive pas à rattacher à un individu. Enfin, voilà, il y a plein d'éléments qui font que n'oublions pas que tout ça est très partiel et donc du coup il faut pas non plus voir que par le petit trou de sa porte et se dire je vais tout miser sur ce signal. Donc nous ce qu'on a fait maintenant c'est qu'on a des séquences un peu génériques, mais on a créé des librairies de snippets qui permettent aux sales en fonction de ce qu'ils ont comme signaux intentionnistes de dire tiens là ils ont tel stack technologique où ils ont installé tel truc il y a pas longtemps et puis ils ont visité tel contenu sur notre site et puis je sais pas, il y a telle personne qui nous suit sur LinkedIn ou qui a liké nos pubs. Enfin il y a une combinaison de possibilités infinies. Et ben du coup on a entraîné les sales à utiliser ces signaux pour personnaliser leur séquences, même si c'est des séquences que mon équipe fournit et qui sont cadrées. Ils rédigent pas leur mail from scratch, mais ils sont c'est des tiroirs. C'est eux qui choisissent quel tiroir ils veulent. C'est hyper intéressant. Et juste pour un peu, si j'ai bien compris, en gros, ce que tu dis, c'est que le jeu, le game, c'est pas un signal, une activation, mais c'est d'essayer de les connecter. C'est parce que c'est comme un peu comme on dit dans la vie, la réalité, elle est sphérique. Et qu'en gros, on part très loin là, philosophie, mais en gros, que la vérité, elle est multidimensionnelle. Donc, il y a une partie, et le tout fait vraiment, en tout cas, tu t'approches beaucoup plus avec cette vérité. J'allais partir dans l'allégorie de la caverne ou des trucs comme ça. On s'en sortira pas en termes d'heures, mais hyper intéressant. C'est-à-dire que c'est tout un art de les connecter, au final de leur donner du sens. Et tu as des gens qui, au final, c'est ça un peu leur quotidien, pour adapter des discours différents. Vous testez aussi, j'imagine, ces discours-là pour voir un peu qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous dites, OK, ce signal, on s'en sert pas, c'est parce que vous testez Ouais, c'est du test. Alors, c'est de plus en plus compliqué de faire du test dans des équipes sales qui grandissent, avec beaucoup de signaux. Enfin, en fait, il y a tellement de paramètres qui viennent influencer l'outbound, que ce soit les contacts que tu choisis de shooter, que le contenu de ton mail, qu'en plus on a ce système que je décrivais de mail un peu à tiroir. En fait, même si c'est des mails qui sont
on fournit des templates, mais le contenu vraiment de l'email va quasiment changer d'un individu à l'autre. C'est très compliqué de faire du test. On essaye de le faire, mais c'est vrai que ça devient un peu challenging. Mais bon, au début, ce qu'on mesurait quand on faisait de l'activation signal par signal, c'était OK, ce signal, ça fait 300 fois qu'on l'utilise, on a chopé 0 meeting. Bon, on a testé plusieurs versions de l'email, plusieurs timings, etc. Il y a un moment, quand ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Ça veut pas dire qu'il faut tuer le signal, ça veut juste dire qu'il faut arrêter de croire que c'est un signal qui mérite d'être activé tout seul. Et là, voilà l'intérêt. Et donc, ce que tu disais, pour moi, c'est hyper important. Les signaux ne font sens en B2B et encore plus vraiment en B2B Enterprise, ne font sens que quand ils sont regardés dans leur globalité. On parle de cycles de vente qui peuvent aller, chez Datadome, c'est entre 3 et 9, 12 mois. Il peut se passer des milliers de trucs pendant ce temps-là. C'est pas une personne qui va générer tous les signaux, c'est plusieurs personnes. Et donc, il va y avoir des gens avec différents niveaux de maturité, différents niveaux de connaissance de ta marque, différents niveaux de connaissance des challenges en interne, etc. Et donc, les signaux, si on les activait toujours un par un, on se casserait toujours autant les dents, on n'aurait pas de meilleurs résultats. Par contre, de manière agrégée, là, ça donne vraiment une histoire à raconter qui est plus facile, ça permet d'identifier les bonnes personnes et donc ça nous accompagne tout au long du cycle de vente et on commence même à se servir des signaux intentionnistes pour nos clients, pas que pour faire de la prospection mais pour voir quels sont les clients qui seraient les plus à même de churner ou pas par exemple. Très intéressant ce côté churn, on va en parler aussi, mais du coup je me pose une question dans tout ça. Il y a une nouveauté ces derniers mois qui est arrivée. Je me dis, ce que tu me décris, c'est des choses humaines, mais aujourd'hui, est-ce que, je vais mettre le gros mot là, IA, est-ce que vous avez un peu commencé à plugger l'IA pour un peu booster ces analyses? Parce que j'ai l'impression qu'au final, c'est un croisement d'informations, c'est une interprétation d'informations. Est-ce qu'il y a des use cases qui commencent à émerger au croisement de l'intelligence artificielle et de l'intent? Oui, alors... C'est surtout du machine learning plus que de l'IA. Tu es dans le camp des... le groupe des... les plateformes d'ABM te vendent ça, te disent, il y a beaucoup de faisceaux, il faut qu'un modèle qui puisse apprendre avec le temps de ce qui fonctionne chez toi et donc bâtir ton propre modèle d'apprentissage, etc. En fait, oui, carrément. Je pense que le problème dans tout ça, c'est toujours que c'est des modèles qui demandent d'être entraînés. Et quand on parle d'entraîner un modèle, c'est avec vraiment beaucoup de données. Et donc, la donnée qui permet de savoir que des signaux jouent un rôle pour générer des clients, c'est d'avoir des clients. C'est de closer des clients qui ont été exposés à des signaux intentionnistes. Et donc, quand on voit la quantité de données qu'il faut pour entraîner une IA, il faut, je pense, ça peut bien marcher pour des business B2B SaaS, mais du self-service avec du pricing relativement peu élevé où il y a un très grand volume de clients signés régulièrement. Sur ces modèles-là, ça peut marcher. Nous, c'est plus compliqué. Datadome, on a un peu plus de 300 clients aujourd'hui. On ne signe pas des milliers de clients par an. Et donc, vous êtes high ticket de base. Vous avez moins de clients, mais des gros tickets. C'est de l'enterprise. Donc, on parle de prix moyen d'un contrat entre... Datadome, c'est minimum 4 000 € par mois. Et les gros contrats vont vraiment beaucoup plus haut que ça. 40-50 000 € de l'année, quoi, à peu près, minimum. Minimum, oui, on a des contrats qui sont à plusieurs millions ici. Et donc, du coup, chaque succès vient contribuer à alimenter le modèle, mais on reste sur un volume de données qui est quand même vraiment très, très faible. Donc, c'est la promesse. Nous, on utilise Sixsense comme plateforme d'ABM. C'est une des promesses. Honnêtement, pour l'instant, c'est un peu dur de crier victoire. C'est la promesse de Sixsense. C'est la promesse de Sixsense et d'autres des autres concurrents. C'est qui les concurrents, juste pour un peu mapper Sixsense, donc leur concurrent principal, c'est... C'était pas Zoom Info à une époque, non? Où eux, ils ont tenté... Zoom Info a tenté de faire de l'intent un petit peu, mais il n'y avait pas toute la partie orchestration derrière. Ils ont tellement de briques, Zoom Info, que j'avoue, même aujourd'hui, on n'est plus client, j'ai perdu le fil. Non, je ne retrouve pas le nom de leur concurrent direct, mais il y a Terminus, il y a 3-4 gros acteurs. Mais c'est quoi la spécificité de Sixsense? Pourquoi c'est, par exemple, pourquoi pour toi c'est... Sixsense, donc nous, ça a été la dernière pièce du puzzle dans notre stratégie d'intent, c'est-à-dire que c'est la plateforme, c'est l'overlay sur le CRM qui permet d'analyser les signaux et de les ranger dans un buying stage. Donc, de faire la différence entre un compte qui est au tout début de sa phase de recherche d'informations versus un compte qui est vraiment en train de chercher une solution à un vendeur, qui est en train de shortlister des vendeurs. Tu peux le faire in-house. Quand tu commences par contre à vouloir utiliser cette information dans toute ta stratégie, c'est ce qu'on fait moi. Par exemple, je veux que
les pubs que j'utilise sur LinkedIn Ads prennent en compte le buying stage d'une société. Donc, si je sais qu'une société est en train de... Oh, là, on est sur un autre niveau. Là, on est sur un autre niveau. Ah oui, là, c'est de la pub qui se croise voilà. à la bande. Donc et tout ce qu'on fait, notre stratégie, sur tous nos canaux d'acquisition, tout se fait maintenant autour de ces buying stages. Okay. De la création de contenu à le dimensionnement des budgets, aux messages qu'on envoie, etc. Donc voilà, Sixense sert à ça, c'est une plateforme d'orchestration d'une stratégie d'intent. J'essaie d'avoir juste un parallèle. Est-ce que c'est une sorte de segment pour les intents / plugger un CRM ou c'est vraiment... Parce que j'ai du mal à... Ouais, c'est vrai que l'offre, en plus, l'offre c'est beaucoup diversifié. Okay. Il y a des nouvelles plateformes qui sont sorties pour faire un peu je pense à Cargo par exemple, qui est positionné là-dessus. Okay. Bon, c'est des angles différents. Mais le fond est le même. Disons que Segment, il manipule de la donnée. Segment, c'est un connecteur. C'est ça. Sixense, ils ont quand même une intelligence qui analyse ta donnée et qui permet de te donner de tirer des conclusions et évidemment d'orchestrer aussi d'autres outils. Ils font plein de choses, Sixense, c'est comme ZoomInfo. Hein. Ils ont aussi des briques d'email, d'envoi d'email, etc., etc. Nous, pour l'instant, on s'en sert que sur la partie... Tu penses quoi des solutions un peu que je vois un peu peut-être moins chères, du style Apollo qui te vend un peu d'intent? Tu penses quoi de tout ça? Ouais, c'est bien. Ouais, nous on s'en sert, hein, on est aussi client Apollo. Pas sur la partie intent parce que pour l'instant c'est un peu une black box, ça reste chez Apollo, donc tu peux pas le pousser ailleurs. Mais pour démarrer carrément, en plus c'est franchement pas cher Apollo. Je veux dire, c'est surprenant sur pas cher. Sur une plateforme, tu as la donnée, les intents et le sales automation. Donc pour des boîtes qui veulent démarrer, carrément. Je conseille toujours ça aux startups qui démarrent. Le problème, c'est que les intents accessibles et pas chers, tout le monde les a. Donc il y a un moment, si tu es sur un marché très concurrentiel et que tu penses qu'en appliquant la même stratégie que tout le monde, tu vas faire mieux. Enfin, faut vraiment arriver à se différencier. C'est ma question d'ailleurs d'après, c'est-à-dire, ok, c'est génial toute cette vague de tout le monde veut de l'intent, mais si tout le monde fait le même intent, je te dis n'importe quoi, un job offer en mode hiring, maintenant tout le monde le chope. Donc le mec, il met une job offer, il se fait cartonner par tout le monde. Est-ce qu'il y a une stratégie anti-intent où tu essaies de... Est-ce que vous êtes un peu réfléchi à ça? Parce que moi, je me dis, attends, si l'intent est si accessible, c'est que peut-être elle est plus trop comestible, si on veut dire. Alors je pense qu'il faut sortir un peu de notre bulle growth où on entend parler de ça tous les jours, on est très au courant. Moi, je rencontre plein de boîtes qui hallucinent quand je leur présente ce qu'on fait. Donc il y a encore plein d'entreprises qui ne gèrent pas l'intent, plein d'équipes marketing et sales qui ne le prennent pas en compte. J'ai régulièrement des commerciaux qui rejoignent l'équipe sales, qui, je vois leurs yeux s'ouvrir ébahis, qui viennent de grosses boîtes, etc., quand je leur montre ce qu'on fait. Donc voilà, donc déjà, c'est devenu, ça s'est démocratisé, avec ce qu'on a évoqué, à savoir qu'un intent, en fait, tout seul ne veut rien dire, mais c'est qu'est-ce qu'il veut dire pour ton business, comment tu l'utilises. Déjà, ça fait quelques variables qui font que je pense qu'on a encore un peu des beaux jours devant nous. Le danger, je pense qu'il se trouve dans l'automatisation un peu aveugle, se dire je vais faire mon feignant, je vais prendre l'intent job change de Apollo, je vais faire une séquence automatique derrière avec les contacts Apollo, etc. Ça, il faut quand même aller y mettre un peu de sa propre intelligence et de sa propre analyse en utilisant des outils du marché. Si tu les laisses en mode pilote automatique, tu auras les résultats que tout le monde a, à savoir aujourd'hui quand même pas grand chose. Faut pas rêver. Il y a pas, c'est comme toutes les, c'est un peu ce qu'il y a derrière le terme growth hacking. Au début on parlait de hack, etc. Ces hacks ils marchaient au début. Après c'était plus des hacks parce que tout le monde les utilisait, et donc ça veut pas dire que ces techniques-là ne marchaient plus en tant que telles. Ça veut dire qu'il fallait quand même arrêter de faire son feignant et de se reposer dessus pour dire ça y est, j'ai trouvé la recette magique qui va me générer des centaines de milliers. Non, ça n'existe pas. Il faut que on sert à ça. Je veux dire, dans les équipes growth, c'est notre expertise de devoir prendre de la donnée, l'analyser, être créatif dans la façon de l'utiliser, tester, voir les résultats et optimiser le process au fur et à mesure. C'est pas intéressant parce que tu rejoins un peu, on avait fait un épisode avec Orion et ça allait vers, il faut arrêter avec le growth hacking, il faut aller vers le growth as a system, le growth en mode plutôt répétable qui garantit une forme de croissance. Le hack en soi, j'imagine que c'est un effet de levier, mais ce que tu veux dire, j'imagine que pour résumer, c'est
faut voir l'intent aujourd'hui comme un effet de levier, mais c'est ce que tu en fais qui fait la différence, c'est pas juste on te donne l'intent. C'est pas l'intent. En soi. Ok, très clair. On a pas mal parlé un peu de ce sujet d'ABM. J'ai l'impression que vous l'orchestrez différemment en fonction des tailles des boîtes. Tu as parlé d'enterprise. Tout à l'heure, on disait ça peut être 40 000, 50 000, comme ça peut être quelques millions d'euros de contrats. Comment s'organise cette structuration en interne chez Datadom d'un point de vue ABM, et aussi comment ça se manifeste peut-être même au niveau de la data intent? Est-ce qu'il y a deux data intent différentes? Ça m'intrigue ce côté enterprise, comment il est géré aujourd'hui. Ouais, très bonne question. Alors c'est un grand sujet. Moi c'est un sujet qui me plaît beaucoup parce qu'on entend parler d'ABM depuis toujours dans le marketing, et quand j'en parle j'ai toujours en face de moi des gens qui ont l'air de maîtriser ça parfaitement, que c'est un concept de vieux zonzon, etc. Quand on parle vraiment aux entreprises qui font de l'ABM et qu'on voit ce qu'elles font, c'est pour moi c'est pas de account-based marketing, c'est souvent de account-based de targeting, c'est-à-dire qu'en fait l'équipe marketing choisit une liste d'entreprises sur lesquelles on va devoir mener des actions, la communique aux sales, fait en général des landing pages personnalisées sur son site web pour chaque entreprise, et on y va. Nous, on a fait de l'ABM tout de suite sous le spectre de l'intent, c'est-à-dire que l'ABM, c'était une façon de parler à des groupes de comptes qui avaient des caractéristiques similaires. Et ces groupes de comptes, c'est pas parce qu'ils appartiennent à la même industrie ou parce qu'ils sont dans le même pays ou autre, ça peut rentrer en jeu à un moment. Mais nous, c'était vraiment de se dire qu'on adaptait tous nos efforts marketing et sales. Et donc c'est vraiment une démarche, tu vois, qui est pas juste growth, mais qui impacte toute l'équipe marketing et la façon dont les sales aussi font leur outreach. On va orchestrer tout ça autour des signaux intentionnistes, et donc on va adapter encore une fois qui intervient sur les entreprises. Est-ce que c'est que marketing? Est-ce que c'est marketing et sales? Est-ce que c'est que sales? On va adapter les budgets qu'on investit par exemple en ad. On va adapter notre stratégie de contenu au buying stage de nos prospects. Et donc, on a démarré ça il y a 1 an et demi maintenant, la mise en place d'une plateforme d'ABM. Et les signaux sont la donnée qui permet de le faire. C'est sur la base des signaux qu'on peut ranger les entreprises dans le bon buying stage. Et en fonction du buying stage dans lequel elles sont, ces entreprises ne verront pas les mêmes pubs sur LinkedIn, ne recevront pas les mêmes séquences de nos sales. Nous, on n'investira pas les mêmes montants les mêmes montants par entreprise également. Plus une boîte est chaude, plus elle est dans un buying stage bas, plus nous on va investir de ressources humaines et financières pour les convertir. Donc voilà déjà sur la partie définition. Moi, les signaux, ça a été vraiment ce qui m'a permis de m'aligner avec les sales, encore une fois, parce que fournir une liste de sociétés juste parce qu'on a envie de les signer. Vous allez débattre sans fin. On débat sans fin. Les sales, ils ont envie d'avoir leur propre autonomie, et dire non, moi j'ai un bon feeling sur ce compte-là, etc. Je veux y aller. Ouais, ok, mais moi j'ai des signaux sur telle entreprise. Donc c'est peut-être un peu plus. Maintenant, un peu d'humilité aussi. À m'entendre parler, on dirait que tout chez Datadom fonctionne à base d'intent. Aujourd'hui, nous, les intents, si on parle d'outbound, c'est à peu près un peu moins de 50% des meetings qu'on génère en outbound. Donc c'est-à-dire qu'il y a encore une grosse partie. Mais c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Ouais. Surtout que c'est une quantité de meetings qui s'est ajoutée à ce qu'on aurait pu faire si on faisait que du cold outreach. Okay. Mais il y a encore du cold outreach. Ça fonctionne encore. Des fois, on a des signaux intentionnistes et on pense que ça y est, on a capté et que la boîte était prête à acheter, et ça ne donne rien. On n'a pas de réponse, on n'a pas de résultat. Et à l'inverse, des fois, on a un sales qui a un gut feeling sur un compte, qui décroche son téléphone, qui chope un meeting et ça signe. Dans tout ça, je pense que c'est vrai dans pas mal de business B2B, la notion de timing, elle est clé. C'est-à-dire que si tu arrives en fait au bon moment dans un projet, tu as une chance de réussite qui est bien plus élevée. Donc, arrive au bon moment, tu peux y arriver grâce aux signaux intentionnistes, mais tu peux aussi y arriver avec un coup de chance, comme des fois une info que tu as glanée sur un salon, le bouche-oreille. Enfin, il y a d'autres façons d'arriver au bon moment dans un processus d'achat. C'est juste que les signaux intentionnistes, c'est la façon la plus scalable, la plus répétitive. C'est ce que j'allais dire. C'est scaler les bons moments. Voilà, c'est ça. C'est scaler d'arriver au bon timing. Et je me perds dans ce que je voulais dire. Non, mais j'allais rebondir sur le paid parce que en fait, ça m'intrigue vachement ce que tu as dit tout à l'heure. Là, si on peut rentrer dans le sujet des canaux, parce que isolément, les signaux, ok, c'est des campagnes plus spécifiques, mais j'imagine que ça s'encastre dans un écosystème de campagnes organiques, de contenu, de paid et autres.
Est-ce qu'il y a des bridges, des ponts entre tout ça? Est-ce que je sais pas, j'ai compris le paid, il peut des fois être optimisé en fonction des signaux, au vu des accounts et autres. Mais ça m'intrigue un peu ce côté, comment s'articulent les canaux autour de ce côté signaux. Bah ouais, c'est un sujet hyper intéressant. On a essayé d'appliquer cette démarche mais c'est aussi quelque chose d'assez classique dans le marketing. Un marketing funnel, les stages, c'est pas nouveau. Mais qu'il soit drivé par les signaux intentionnistes, ça c'est relativement nouveau. Prenons des canaux classiques que tout le monde connaît. Si on prend Google Ads et LinkedIn Ads, comment est-ce qu'on applique cette notion de signaux intentionnistes et de buying stage sur ces deux canaux? LinkedIn permet de cibler des entreprises directement. Tout le monde fait ça, du ciblage par liste. Par liste d'account. Par liste d'account. Ensuite, tu cibles des job titles, etc. Tu peux même cibler des individus en particulier si tu veux. Bon, assez classique. Plein de boîtes qui font de l'ABM se disent je fais de l'ABM parce que j'ai uploadé une liste de 300 comptes sur LinkedIn. Donc j'ai choisi des entreprises par industrie ou autre et donc je leur envoie un message propre à... Pourquoi pas? Ça pour moi encore une fois c'est de l'account-based targeting. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, on ne différencie pas une entreprise très mature sur le sujet d'une entreprise qui n'y connaît rien. Donc nous sur LinkedIn, on a des audiences qui sont organisées autour des buying stage. Donc on différencie des entreprises qui sont en phase d'awareness, des entreprises qui sont en phase de purchase. C'est hyper important. Encore une fois, c'est sûrement imparfait parce qu'on n'a que les signaux qu'on peut récolter, mais c'est une façon de segmenter ton audience. Quand on sait qu'un compte est en awareness, on ne va pas essayer de lui pousser une démo. Tout de suite, on sait qu'on n'a aucune chance d'avoir quelqu'un qui clique sur une demande de démo alors qu'en fait, il vient tout juste de réaliser qu'il avait un problème de bot et qu'il est en train de faire des recherches sur notre site ou sur le web autour de c'est quoi le scrapping intensif, quelles sont les menaces liées au scrapping, etc. Donc, on essaye d'accompagner en fait nos prospects dans la phase d'achat dans laquelle ils sont. Et donc on adapte le contenu, mais on allait plus loin que ça. On a adapté aussi les investissements, c'est-à-dire qu'on se concentre tout le temps sur les comptes les plus chauds. Nous, ce qu'on veut, c'est capturer la demande, capturer les entreprises qui ont un projet d'achat, parce qu'encore une fois, on sait que c'est des cycles de vente courts et des taux de conversion plus élevés. Donc on met plus de budget sur des entreprises qui sont en phase d'achat que sur des entreprises qui sont juste en phase de recherche. On veut être visible auprès de toutes, dans tous les cas, mais le message et l'investissement qu'on va avoir va dépendre. Prioriser. Et on priorise. C'est aussi un investissement en temps humain. Par exemple, les comptes qui ne montrent que quelques signaux intentionnistes, les sales n'ont pas le droit d'y toucher. On leur donne vraiment, on ne leur confie que des comptes qui ont déjà montré un certain niveau d'engagement. En se disant, les comptes qui sont en train de maturer sur le sujet, c'est le job du marketing de les exposer à du contenu et à des messages qui vont les faire passer à l'action. Et donc, plus ils vont engager avec nous, plus ils vont devenir matures et plus ils vont avoir un buying stage intentionniste chez nous. Et donc, à ce moment-là, les sales rentrent en jeu pour les contacter quand on estime que là, ils sont prêts à entendre ce qu'on a à leur dire. Ça, c'était sur LinkedIn Ads. J'ai un peu dévié, mais je reviens sur les canaux. Et on a appliqué cette logique aussi à Google Ads. Alors, sur Google Ads, il n'y a pas vraiment tu peux interfacer des audiences sur Google Ads. Tu peux pousser des audiences. Tu peux pas charger des boîtes. Tu peux charger des emails, j'imagine. Non, même pas des emails. C'est plus le cas. Ouais, non. Enfin, je sais plus exactement. Okay. J'ai plus les mains dans le cambouis en direct. C'est quelqu'un dans mon équipe. Ça change tellement maintenant. Ils te disent, moi, aux dernières nouvelles, Google, c'est ne vous occupez de rien, on s'occupe de tout. Exactement. C'est moi qui gère et puis c'est moi qui te fais dépenser un max. C'est ça. Mais on a essayé d'appliquer cette logique de buying stage à la façon dont on structurait nos campagnes en se disant quelqu'un qui est en phase d'awareness, donc qui commence tout juste à réaliser qu'il a un pain, quels sont les mots-clés qu'il va taper et moi, en tant que du coup Datadome, quel est le CPC que je suis prêt à payer pour quelqu'un qui en est là versus quelqu'un qui recherche Bot Protection Solution ou Best Bot Protection Solution. Là, il est en train de chercher un outil. Ce mec-là, je veux absolument qu'il voit mes pubs et je suis prêt à payer très cher pour que Datadome soit en numéro 1 sur Google Ads. Donc voilà, c'est un exemple de comment on a essayé de propager cette logique de buying stage aux canaux. Sur les séquences, on a des séquences qui sont adaptées par buying stage aussi. On va même maintenant, dans notre stratégie de contenu, quand on crée du contenu, systématiquement se poser la question quel est le contenu qu'il faut créer pour des entreprises qui sont en décision versus en awareness. À ce point-là, intéressant. C'est-à-dire que vous nuancez carrément le contenu
Parce que c'est 2 catégories ou il y a des subtilités même entre très chaud Nous, on a 4 buying stage en gros, c'est assez classique. Hein. Awareness, considération, décision, purchase. Ok. Et donc, en fonction, et donc, on fait en sorte, sur chaque sujet, dès qu'on lance une campagne sur un sujet donné, on fait en sorte d'avoir du contenu qui couvre les 4 buying stage en se posant la question. Pas mal. Quelqu'un qui cherche une solution n'aura pas le même besoin de contenu que quelqu'un qui est en train de se former sur le sujet. Très clair. Un vrai sujet, du coup, ce côté intégrer les différents canaux. Pour un peu essayer de commencer à conclure sur tous ces sujets, le data intent, le buying intent, globalement, j'ai l'impression aujourd'hui qu'on est dans une petite bulle, parce qu'effectivement, on entend parler de plus en plus, mais il y a encore tout un marché, plein d'entreprises qui ne savent même pas que ça existe. Du coup, ça m'intrigue un peu le futur. Comment tu verrais un peu l'évolution de tout ça? Est-ce que c'est plus une adoption de plus en plus d'entreprises? Est-ce que lui-même, vu que ça va attirer l'intention de pas mal d'outils, ça va devenir beaucoup plus performant en termes d'analyse, un Six Sense bis avec plus de puissance de calcul, de croisement de données. Est-ce que ça va, selon toi, où ça va tout ça? Est-ce que meilleurs outils ou est-ce que meilleure adoption et des gens plus ingénieux parce que la techno, elle va avoir un plafond en ce qui concerne le data intent? Non, je pense qu'il y a encore plein de choses à faire. Je pense qu'on sort d'une phase où tous les outils voulaient faire un peu de l'intent avec toujours les mêmes signaux partout. Apollo t'envoie des signaux de job change, Albacross enfin tout le monde voulait un peu mettre de l'intent dans son marketing et dans ses features. Comme il y a en ce moment. Ouais, voilà, exactement. Ouais. Je pense qu'on est sorti de cette phase. Et je pense qu'il va y avoir des plateformes qui permettent vraiment de faire de l'intent là où c'était des fois un sujet connexe. Même dans l'ABM, tu vois, même des plateformes comme Six Sense, dans leur marketing, dans leur façon de vendre le produit, l'intent n'est pas si central que ça. C'est plutôt le côté orchestration, etc. Donc je pense qu'il y a des plateformes qui vont se développer sur vraiment permettre de faire de l'orchestration d'intent de bout en bout, qui vont être beaucoup plus puissants. Dans le domaine de l'intent, on a aussi beaucoup. La plupart des intents sont quand même au niveau des entreprises, et donc c'est vrai que c'est vite limitant de dire oui, bon voilà, j'ai telle entreprise qui a montré tel intent, mais derrière, moi c'est les contacts qui m'intéressent, les gens que je vais contacter, c'est des humains, c'est des personnes. Et donc je vois émerger des plateformes qui prennent l'intent sous l'angle du community building, c'est-à-dire de t'aider en fait à créer ou à identifier en tout cas la communauté des gens avec qui tu peux discuter, plutôt que juste d'identifier les entreprises que tu dois contacter. Donc ils sont beaucoup plus intégrés, notamment sur les réseaux sociaux, sur des Reddit, sur LinkedIn, sur GitHub, etc. Et qui permettent de te dire il y a tel user qui a montré de l'intérêt et qui ont été capables d'enrichir ce user, de faire du croisement de données, de dire tel pseudo sur GitHub, en fait il s'avère que c'est telle personne de telle entreprise et il a interagi dernièrement avec ce que tu as posté, etc. Donc je pense que ça va aller vers ça. Après, je suis vraiment pas un grand gourou de l'intent, donc je veux pas me mouiller plus que ça et faire des fausses prédictions. C'est marrant parce qu'il y a quand même 2 tendances inverses. Il y a cette tendance-là où il y a des développements d'outils ultra spécialisés qui arrivent à recouper des données, qui auront sûrement de l'IA dans leur modèle pour t'aider à identifier les intents qui ont vraiment du sens. Et d'un autre côté, il y a tout un pan de restrictions réglementaires qui font que en Europe déjà, c'est très compliqué d'avoir de la donnée, et puis aux États-Unis, il y a de plus en plus d'États aussi qui mettent en place des régulations comme ça. Donc c'est marrant, ça stretch. On sent que c'est comme l'histoire des cookies. Je pense que c'est à peu près la même histoire. C'est que en ce moment même, tu as des lois de plus en plus compliquées pour limiter la collecte d'informations. C'est ça. Mais en même temps, tu as des plateformes qui deviennent, genre moi aujourd'hui, pour citer que lui, Clearbyte, par exemple, c'est très puissant. Ils sont en Europe, mais ils ne sont pas nécessairement basés en Europe. Mais ce qu'ils permettent de faire en étant en Europe est puissant. Donc je me dis, comment ça va s'articuler tout ça en termes d'usage? Est-ce qu'il y aura des outils juste qui vont faire genre mais en mode plus malin, ou bien en fait vraiment ça va limiter et j'ai l'impression que c'est aussi pareil, le même dilemme dans la pub, puisque on en a parlé juste tout à l'heure. J'ai l'impression maintenant Meta te dit voilà, et même Google, fais confiance à l'algo,
travailles juste tes créas et tout va bien se passer parce qu'on a de toute façon plus trop le droit. Et je me dis, est-ce que c'est pas encore un truc à l'inverse où tu pars, au début c'est une bonne cause, mais tu as des gens très malins qui sont en train de la transformer et de dire, ouais, mais on peut se faire plus d'argent, les gens ne peuvent plus savoir ce qu'ils ciblent. Ouais. Donc en gros, on leur dit, mets le budget et laisse-nous gérer. Et déroule. Donc, sûrement. Là, je me mouillerai pas à faire des prédictions, mais oui, c'est, des boîtes comme Clearbit, Lusha et autres ont toujours réussi à maintenir leur business au fur et à mesure des contraintes réglementaires. Donc, je vois pas pourquoi ça serait pas la même chose sur l'intent. Mais encore une fois, tout ça peut être mis de côté plus ou moins si on se concentre sur de la donnée qui nous appartient, sur la donnée qu'on est capable de récolter nous-mêmes. Et on verra si ces plateformes dont j'ai parlé arrivent à donner des résultats ou pas. Peut-être que pour donner un peu de perspective, je ne sais pas si on a le temps d'en parler ou si on pourra le faire une prochaine fois, mais c'est vrai qu'on a aussi beaucoup centré le sujet de l'intent autour de la lead gen, de l'outbound pour générer du nouveau business, etc. Je pense que l'intent peut être utilisé avec ses clients, par exemple. C'est une chose que j'entends très très rarement. Une vraie stratégie d'intent signal sur en vrai, on peut en parler là. Tu as parlé tout à l'heure du churn. Prenons ce use case par exemple. C'est ça ce que tu veux dire? Oui, c'est le use case le plus évident. Être en mesure d'anticiper les clients qui vont churner via de l'intent. Okay. Alors les plateformes le font déjà, hein, tout ce qui est product-led growth, etc. L'utilisation du produit, c'est de l'intent. Ils arrivent déjà à le faire. Mais dans des produits qui ne sont pas, dans des business où le produit n'est pas, où il n'y a pas de produit, où le produit est peu utilisé, ce qui est le cas chez nous par exemple. Datadome, c'est un outil qui tourne relativement de manière assez autonome. Une fois que c'est installé. Une fois que c'est installé, ça tourne. On s'en sert pour aller contrôler, sortir des reports, ajouter des users, mais c'est pas un outil sur lequel on se connecte tous les jours pour fine-tuner le modèle. Et donc du coup, la donnée produit qu'on peut récolter, elle est relativement limitée. Par contre, il y a d'autres signaux intentionnistes qui peuvent nous rassurer dans l'engagement d'un client ou pas. La donnée concurrent, par exemple, c'est la plus évidente dans le cas du churn. Détecter qu'un client est en train d'installer un concurrent. Petit indice, quoi. Et il y a d'autres choses qui sont faisables. Je pense aussi qu'il y a une dynamique intent qui peut être utilisée dans la construction de communautés, d'identification de ses champions, qui peut être utile dans le customer success. Quand tu as beaucoup d'utilisateurs dans une boîte, il faut toujours réussir à miser. C'est pas toujours la personne qui signe le contrat qui va être ton champion. Bien sûr. Et donc les intents peuvent servir à identifier les champions au sein d'une boîte, par exemple. Voilà, c'est des petits sujets comme ça. C'est intéressant parce que c'est une belle note pour finir et conclure, c'est qu'en gros, il y a carrément aussi des use cases de customer retention, de vraiment ce côté customer success, et que l'intent, il ne faut pas le voir, et je pense que c'est une belle note de fin, il ne faut pas le voir purement lead gen, c'est une manière d'analyser ton écosystème autour de toi, tes prospects, tes clients, comme ça peut être tes futurs clients. Ouais. Merci beaucoup Benjamin. Merci à toi, hyper et intéressant. Et puis à très vite. À bientôt.